Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 8 de ce Giro. Après le contre-la-montre qui avait déjà mis un petit coup dans la tête de ses adversaires, Pogacar, il a remis encore un deuxième coup dans la tête. C'est au moins le 5e coup de couteau là dans le foie pour ses adversaires. Ça commence à être très douloureux. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Bilan des Bleus, coureur top, les différents classements en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts, juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment en ce moment du Giro. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez quand même soutenir mon travail, vous pouvez faire la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant sur YouTube. Et je remercie les gens qui le font. Étape numéro 8, aujourd'hui, on était sur une étape qui n'était pas facile. Oui, j'ai mis étape numéro 6 en plus. Hop, alors que c'était l'étape numéro 8 dans mon sur mes petites feuilles de prise de notes. Bon, Christophe Laporte ce matin était non partant après sa chute, dont il ne s'est pas vraiment remis. Il a décidé de se reposer pour aller sur le Tour de France. Autre crash en début d'épreuve avec Mickaël Honoré qui est tombé avec Marco Frigo. Ça sera le seul incident de la journée sur cette étape. Tout le monde a réussi à finir cette journée dans les temps. Et ça, c'est important également de le signaler. Alors, début d'étape avec beaucoup d'attaques. Kostyu, Steinhauser, Lafilippe, Romain Bardet, De Marquis. J'ai mis Rubio, j'ai mis Gebrezamier, j'ai mis Quintana. Je sais plus si c'est Gebrezamier. Non, Geschke, pardon, c'était pas Gebrezamier, c'était Geschke. J'ai tellement bien écrit sur ma feuille que j'arrive même pas à me relire. Dis donc, c'est de mieux en mieux. On a eu Romain Bardet, voilà. Donc il y a eu beaucoup de coureurs qui ont tenté de sortir. À 120 km de l'arrivée, on a Romain Bardet qui relance avec Geschke et Steinhauser, alors qu'on avait un groupe de 24 coureurs qui avaient quelques secondes d'avance seulement sur le peloton. Ça n'arrivait vraiment pas à sortir. Ces trois hommes qui vont se retrouver en tête, notamment au classement de la montagne, au Forza Capistrello, pardon, je vais y arriver, où là, c'est Geschke qui passe en tête et qui prend les points du classement de la montagne. Je crois qu'à ce moment-là, Romain Bardet est deuxième. Paris-Peintre va les rejoindre. Et puis ensuite, dans la descente de cette montée, on a Julien Lafilippe, Narvaez. On va avoir également le groupe Quintana, qui était également juste derrière, qui va réussir à sortir. Ce qui fait qu'à l'avant, on se retrouve avec 14 coureurs, et j'ai noté tous leurs noms. Nous avions donc Jonathan Narvaez, le vainqueur de l'étape numéro 1, premier maillot rose, avec Magnus Sheffield du côté de la Ineos, Alessandro Verret du côté de la Arkea, Mulubram qui était également présent, Simon Geschke, l'Allemand, Paré-Peintre également, Valentin Paré-Peintre, le coureur de la Decathlon AG2R, Georg Steinhauser, pour avoir le bon accent allemand, du côté de la EF, Quintana et Pelayo Sanchez du côté de la Movistar, Alaphilippe pour la Quick-Step, Bardet pour DSM, De Marquis pour Israël, Storer pour la Tudor et Marcelluzzi du côté de la Bardiani. Ce groupe de 14 qui va avoir au maximum 2 minutes 20 d'avance à 76 km de l'arrivée. Et puis l'écart va commencer à décroître tout simplement parce que déjà il n'y a pas d'énorme entente dans ce groupe-là. Et puis que Pogacar se dit, oh bah, comme ils prennent pas d'avance, pourquoi pas jouer la victoire? Ce qui fait qu'on va avoir derrière un gros tempo du côté de la UAE. Au sprint intermédiaire, c'est Steinhauser qui fait... À l'Intergiro, pardon, c'est Steinhauser qui s'impose devant Romain Bardet. Au sprint intermédiaire, c'était Marcelluzzi qui était passé en tête. Au moment du l'Intergiro, il n'y a déjà plus qu'1 minute 23 alors qu'on est encore à 47 km de l'arrivée. Dans la montée du col de 3e catégorie, Desmarqués et Alaphilippe sont lâchés un court moment avant de retrouver le groupe de devant, mais ce qui montre
encore une fois le manque de cohésion de ce groupe de 14. À 28 km de l'arrivée, il n'y a plus qu'une minute d'avance et le groupe sera repris dans la majorité quasiment dans les premiers kilomètres de cette montée finale à Plati di Tivio. Et dès le départ, Luc Plapp est lâché à 14 km de l'arrivée dès le début de la montée. Ensuite, nous avons Alessandro Verret qui tente une attaque, contré ensuite par Paré Peintre à 10 km de l'arrivée. Ça sera le dernier coureur de l'échappée qui sera repris. À 10 km de l'arrivée, nous avons Juan Pedro Lopez et Lutsenko qui sont lâchés, alors que ça commence à être compliqué pour Romain Bardet. 2 km après, il sera lâché, lui, à 5 km 800 de l'arrivée. Il sera rejoint par le groupe Lutsenko. Enfin, Antonio Tiberi, lui, tente d'attaquer à 2 reprises, 1 km 700 de l'arrivée, 1 km 200 de l'arrivée pour tenter de perturber Pogačar, mais ça ne suffira pas. Le coureur slovène arrivera à s'imposer grâce notamment à un gros Maïka aujourd'hui qui a fait du gros boulot. Donc voilà le résumé de l'étape. On va encore revenir sur la réalisation. Alors déjà hier je parlais de la réalisation de ce Giro qui n'était pas bonne, notamment sur le contre-la-montre. Vous savez que j'ai oublié de vous signaler qu'hier le réalisateur, je ne sais pas, il avait une passion pour la zone de départ. C'est-à-dire il y avait des mecs qui passaient au point intermédiaire. La priorité c'était la zone de départ où tu voyais des mecs discuter entre eux, ce qui était vraiment super intéressant. Mais là, aujourd'hui, du côté de la réalisation, il y a plein de choses qu'on n'a pas compris. Par exemple, à l'arrivée, je vois que Lutsenko est avec Romain Bardet. À quel moment Romain Bardet s'est retrouvé avec Lutsenko? On ne sait pas. Donc Romain Bardet a dû exploser vraiment dans le final. Luc Plapp, on ne savait absolument pas l'écart avec Luc Plapp. C'est quand même le maillot blanc de l'épreuve. C'est-à-dire que le maillot blanc de l'épreuve est lâché à 14 km de l'arrivée. Au moins pendant les 3-4 km, on peut savoir l'écart qu'il a avec les hommes de tête. Après, oui, quand il y a 3 ou 4 minutes de retard et on comprend qu'il ne tiendra pas la cadence, bon. Mais moi, pendant très longtemps, je pensais que Plapp, il était dans le groupe Lutsenko, pas très loin de Lutsenko. Or, à l'arrivée, je vois qu'il se prend 20 minutes dans la gueule. Donc pas du tout le temps de Lutsenko. Au moment du sprint intermédiaire, on se retrouve à avoir une caméra d'hélicoptère qui est à 4 km de hauteur. Heureusement, bon, on n'a que les coureurs de la UAE, que les équipiers de la UAE qui prennent des secondes. Mais on est quand même sur un sprint bonification. Enfin, je sais pas, mais en termes de réalisation, le mec, c'est pire encore que Tony Forestier. Parce que au moins Tony Forestier, tu vois les sprints intermédiaires. On peut critiquer Anthony Forestier sur plein de choses, mais là, c'est pire qu'Anthony Forestier. C'est Antonio Foresta. C'est un niveau, je sais pas comment on dit Forestier en italien, j'aurais dû regarder. Google Trad, Forestier en italien. Hop là. Google Trad est ton ami, hein, on a tous fait ça pour les cours d'anglais ou les cours d'allemand. Pour les cours d'allemand, c'était un peu plus compliqué parce que des fois ça marchait pas très bien. Hein. Fallait être doué, fallait jouer avec le italien. Hop là, je l'avais raté. Donc, hop, on inverse. Forestier. C'est Foresta, c'est Antonio Foresta, et ben vous le saurez. Un forestier, c'est Foresta en italien. Voilà, donc on était bon. Antonio Foresta, vraiment c'est une catastrophe parce qu'il y a vraiment des éléments de course qu'on ne comprend pas à cause de sa réalisation. Or, notamment, l'objectif numéro 1 d'un réalisateur, c'est que toi, le clampin qui est derrière son écran, il comprenne tout de ce qui se passe. Si le clampin derrière son écran ne comprend pas, c'est qu'il y a quand même un sacré gros problème. On regarde les sondages tout de suite. Les sondages sur cette étape, on en avait 2, je vous avais posé 2 questions. Première question, Geraint Thomas va-t-il rester sur le podium du Giro 2024? Oui ou non? Pour le moment, c'est oui à 53%, non à 47%. C'est pas la première fois que je fais un sondage évolutif. Il faudra que je note les sondages que j'ai fait comme ça sur le long terme pour que je vous fasse peut-être lors du débrief du Giro, qu'on fasse un petit débrief également des différents sondages, voilà, de Tadej Pogačar, de Geraint Thomas que je vous ai fait comme ça, qui n'étaient pas des sondages sur la journée, mais un peu plus des sondages sur le long terme, notamment aussi avec Jonathan et Milan. Parce qu'il y a encore des gens qui votent pour ces sondages-là, même après la fin de l'étape. Et puis la deuxième question, c'était l'échappée va-t-elle aller au bout sur cette journée? Oui, à 51%, non à 49%, donc c'était assez disputé. Mais au final, l'échappée n'a pas été au bout. Moi, j'étais plutôt partisan d'une échappée qui irait au bout,
Eh bien, ça n'a pas été le cas. Note de l'étape, 7 sur 20. C'est la première fois que je suis sous la moyenne depuis le début de ce Giro. On a pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape. J'ai compris quand même assez vite, parce que l'échappée a mis 50 km à se former, parce que l'échappée n'a pas pris un écart suffisant, que ça irait pas au bout, quoi. Enfin bon, à 80 bornes de l'arrivée, je comprends que, même avant 80 km de l'arrivée, je comprends qu'on ne les laissera pas partir et que ça ira pas au bout parce qu'avec 2 minutes, ça suffisait pas sur une montée de 14 km. Donc c'est vrai que ça m'a coupé un petit peu le côté intéressant de l'étape. Surtout qu'au final, on se retrouve à avoir quand même un sprint avec 15 coureurs quasiment au sommet. Donc c'est pas forcément le truc qu'on attend forcément d'une étape de montagne. Bon voilà, j'ai pas pris un grand plaisir. Après, encore une fois, on peut pas avoir 21 étapes avec du grand spectacle tous les jours. Il y a forcément des journées qui sont un petit peu plus calmes. Je trouve quand même que sur cette première semaine de Giro, on a des étapes qui sont un peu plus entraînantes que l'année dernière, parce que l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup d'étapes où j'avais dû dépasser le 14 ou le 15. Cette année a quand même été... j'ai souvent mis 13. L'année dernière, j'ai souvent mis 6, 7 ou 8 au niveau des notes sur les différentes étapes. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec la Décathlon. Alors, Paris-Pinte, bien entendu, aujourd'hui, parce que dans l'échappée, il a été très bon. Il a été très bon parce que il a quand même voulu faire le spectacle. Il n'y avait aucune chance que ça aille au bout, mais il a quand même voulu durcir la course, dans l'optique que ça aiderait peut-être son leader d'éliminer certains coureurs qui auraient pu avoir une pointe de vitesse. Bon, il n'a pas réussi à suffisamment durcir dans le final pour que ça ait véritablement un impact. Mais il l'a dit, j'avais des bonnes jambes, moi j'ai voulu me montrer. C'est important aussi pour des coureurs de montrer leur valeur. Je pense que Paris-Peintre aujourd'hui, Valentin Paris-Peintre, il y a des managers d'équipe en dehors de la France qui ont dû se dire « Ah bah tiens, ce mec-là, si un jour il est en fin de contrat, ah bah tiens, il pourrait faire partie de ma shortlist. » Parce que j'ai trouvé qu'aujourd'hui, il avait fait du bon boulot. Parce que dans l'échappée, il y avait quand même du beau monde. Alaphilippe, Quintana, Romain Bardet, Pelayo Sanchez qui avait remporté une étape. On avait également De Marquis, Storer. Le dernier à être repris, c'est Paris-Peintre. C'est-à-dire qu'il a réussi à résister à ces coureurs-là. Alors Storer est celui qui a été le plus longtemps dans le groupe de tête. Vu qu'il est resté dans le groupe de tête, c'est celui qui fait le meilleur classement. Mais Paris-Peintre a quand même fait une bonne journée. Et puis la Décathlon, on a Alex Baudin qui fait 10e. On a également Ben O'Connor qui fait 3, qui reste toujours présent pour le podium. Et ça, c'est très intéressant de voir où il se situe. Parce que avec un Geraint Thomas qui me semblait là sur la fin de la montée limite, je pense que si vraiment ça avait roulé plus fort dans les 2 derniers kilomètres, je suis pas sûr qu'on n'aurait pas eu un petit écart avec Geraint Thomas. Parce que j'ai eu peur même à un moment en me disant putain, Rensman il va le mettre dans le rouge, Geraint Thomas il va le faire lâcher. Mais je me dis bon, le podium est encore totalement faisable pour Ben O'Connor, ce qui était, je rappelle, l'objectif au départ du coureur et objectif qui me semblait totalement réalisable pour moi. Et donc on va voir maintenant ce que ça va donner du côté de cette équipe. Mais première du côté du classement des équipes ce soir. Donc c'est pour dire quand même la belle étape qu'ils ont réalisée. Ils sont devant Bora, devant UAE, devant également Ineos, qui est souvent très bien dans ce classement-là. Donc c'est une très très belle étape pour cette formation. Ils ont repris beaucoup de temps aujourd'hui. Gros collectif sur cette étape. Donc bien, voilà, très content pour l'équipe Décathlon et pour Valentin Paris-Peintre en particulier. Deuxième coureur top, Simon Geschke, l'Allemand. Il a pris des points pour le classement de la montagne. Au final, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent sur cette journée. Lui, aujourd'hui, il prend 27 points. Il prend 27 points pour le classement du maillot bleu. Alors, vous allez me dire, il prend 27 points, Pogacar est à 104. Oui, donc lui, il est à 36 points, Pogacar est à 104. C'est vrai qu'il y a encore 60 points d'écart. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Déjà, avec Pogacar, est-ce qu'il ne voudra pas un peu laisser du large au niveau des échappées? Ça peut être une possibilité. Il reste encore beaucoup de points à marquer. La grande question est de savoir, est-ce que le Stelvio sera passé? Parce que le Stelvio, ça va être un truc genre 50 points ou 60 points, le Stelvio, au niveau du classement de la montagne. Donc c'est une montée qui sera loin de l'arrivée, mais qui pourrait changer beaucoup de choses du côté du maillot bleu. Et puis il y a des journées
qui seront peut-être moins propices pour Pogačar, ou Pogačar commencera à penser au Tour de France peut-être en 3e semaine et à se dire bon bah là il faut que je m'économise un petit peu, il faut que je commence à faire différemment et que je peux pas tenter de sortir à 60 bornes de l'arrivée pour tenter de marquer des points au niveau du maillot bleu, ce que Geschke lui pourra faire. Donc il faudra faire attention à l'Allemand, surtout que Geschke a déjà failli remporter un maillot à poids, donc là aussi il y a une sorte d'histoire à terminer pour Simon Geschke. Ça serait bien parce que c'est un coureur qui est un bon coureur, mais qui n'a pas forcément eu des super gros résultats. Alors, il y a eu quelques victoires d'étape pour Simon Geschke, mais ce n'est pas le coureur qui a le plus gros palmarès aujourd'hui du côté du cyclisme. Je trouve que c'est un coureur qui a un peu porté le cyclisme allemand à une époque où il y avait peut-être que Kittel, De Genkolb et lui, et en montagne, il n'y avait pas grand monde. Coureur qui a remporté une étape sur le Tour de France. Il a 3 victoires dans sa carrière. Une étape du Dauphiné, une étape du Tour de France et le Grosse Preis d'Ascanton-Arargo en Suisse. Mais c'était sa dernière victoire en 2015. Et oui, mais c'est un coureur qui a eu d'autres résultats. 3e du Tour de Romandie, 3e du Tour de Nandor, ça c'était en 2020, enfin en 2022 et 2020 respectivement. 2e de la Volta Limbourg Classique, ça c'était en 2012. À l'époque, chez Argos Shimano. 3e déjà d'une étape du Tour d'Italie, c'était en 2015. 2e, bien entendu, du classement de la montagne en 2022 sur le Tour de France. C'est un coureur qui est souvent présent. 19 grands tours à son actif. 11 Tours de France, 4 Giro, 4 Vueltas, son 4e Giro. Est-ce qu'il faisait partie du Giro remporté par Dumoulin? L'année où Dumoulin gagne. Sur ce Giro, donc Giro 2017, est-ce qu'il était dans le collectif au départ de la course avec la Giant? Et oui, il était dans le collectif. Donc il a eu aussi un apport en tant qu'équipier. Oui, j'avais plus le souvenir. Je me souviens qu'il y avait Preidler, pris pour dopage après. Tiens, pour les mecs qui parle de dopage. Est-ce que donc la victoire de Dumoulin, techniquement il s'est pas fait choper Dumoulin, mais Preidler, son équipier, lui s'est fait choper pour dopage. À ce moment-là, il a avoué qu'il était dopé. Donc est-ce qu'il faudrait retirer la victoire de Dumoulin? Parce qu'il y a quand même des mecs luttent contre le dopage. On pourrait se poser cette question-là. Parce que vu que il y a certains qui veulent pas que je parle de coureurs dopés dans la partie histoire. Vous voyez un cas par exemple qui porte à discussion. Tom Dumoulin, victoire sur le Giro 2017, oui, mais équipier qui est dopé. Comment qu'on fait dans ce genre de cas? Je pense que dans les mecs qui ont gagné des grands tours, il y en a plus d'un qui a eu des équipiers qui ont soit été chopés pour dopage avant, soit qui ont été chopés pour dopage après leur victoire. Comment qu'on fait dans ce genre de cas? Vous avez la possibilité de répondre dans les commentaires. Mais du côté de Geschke, ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Il a pris des points. Il faudra voir ensuite sur la suite de la course, mais c'est pas mal. Plus, moins, je dirais c'est correct. Belle étape quand même. Même si ça va pas au bout. Verrez, dans l'échappée aujourd'hui, l'Italien, c'est quand même un coureur qu'on nous avait vendu presque comme un futur crack du côté d'Arkea. Enfin, on nous avait vendu comme un très bon baroudeur, un très bon coureur. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu léger. Alessandro Verret, je trouve que son début de Giro... et pas mal du côté d'Alessandro Verret. Donc ça c'est plutôt très intéressant. J'ai essayé de bloquer un éternuement, j'ai réussi. Après je vais peut-être faire un AVC par contre. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui a remporté une étape sur le Tour de la vallée d'Aoste. Ça c'était du côté de la Colpac Balade. Et du côté d'Alessandro Verret, depuis, il n'y a pas eu forcément des si grands résultats que ça depuis qu'il est chez Arkea. Donc là, voilà, ça commence sur Giro est pas mal. Au moins, il se montre. Voilà, au moins, on le voit. C'est un coureur qui est en fin de contrat, Verret. Hein. Donc voilà, quand vous êtes en fin de contrat à 22 ans, que vous n'avez pas montré grand-chose, c'est bien de se montrer parce que ça peut peut-être vous permettre d'aller chercher un contrat bientôt. Donc il a peut-être envie de se montrer, pourquoi pas pour aller du côté de la Bardiani, pour aller du côté d'une équipe italienne, genre la Coratec, ou d'autres formations qui pourraient être intéressées par ce coureur-là. Donc voilà, content. Et puis peut-être pour avoir un contrat prolongé
du côté de l'équipe Arkea, parce que ça pourrait être aussi une idée de la Arkea de prolonger son contrat du côté de Verret, mais il fallait qu'il se montre. Voilà, moi, ce que j'attendais, c'est que c'est un coureur qui prenait pas mal d'échappées, qui tentait parfois des échappées, mais on le voyait rarement aller au bout. Et là, aujourd'hui, Verret, il a tenté le coup. Alors oui, le peloton a été trop fort. Je trouve quand même qu'il y a eu des choses intéressantes du côté d'Alessandro Verret. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre en plus-moins. Et puis Romain Bardet. Est-ce que c'était l'idée du siècle de partir en échappée aujourd'hui? Moi, je pense que je vous l'avais mis parmi les grosses cotes parce que je m'étais dit, oui, je ne m'attendais pas à ce que Pogačar aille chercher cette étape-là. Je me disais, bon, l'échappée arrivera à partir plus vite que ça. Puis bon, ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce qu'il aurait fallu continuer dans cette aventure quand à 130 km, à 120 km de l'arrivée ou à 110 km de l'arrivée, vous voyez que ça part pas des masses? Est-ce qu'il aurait fallu continuer du côté de Romain Bardet et pas plutôt attendre le peloton? Mais après, bon, c'est un attaquant aussi. Hein. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Ouais, il explose dans le final. Hein. Il se prend 2,20 dans la gueule en 5 km, donc c'est beaucoup. Il finit avec Lutsenko. Ce qui fait qu'au général, il se retrouve loin hein, désormais. Alors ça peut être une bonne chose pour lui parce qu'il se retrouve à 2... Il est 16e à 7 minutes 51. 7 minutes 51, oui, ça laisse beaucoup d'opportunités pour Bardet. C'est ça que je voulais voir, c'est au bout de 10 jours de course, il était combienième Thibaut Pinot au bout de l'étape 10 par exemple, Thibaut Pinot. Si je prends l'étape 10, Viareggio, Thibaut Pinot. Thibaut. Oui, il était au général, Thibaut Pinot. Il était 16e à 4,48. Donc ouais, il n'y avait que 3 minutes d'écart. Hein. Sachant que l'année dernière, le Giro était moins dur sur la première partie de course. Il ne s'était pas passé tant de choses que ça, notamment un Grand Sasso d'Italia. Donc oui, ça peut être encore une belle opportunité pour rester dans le top 5. Si on voit comment ça s'était couru l'année dernière, le Giro, la dernière semaine peut être plus compliquée. Le Stelvio, on ne sait pas encore si on va le franchir ou pas. On est en train de déneiger le Stelvio, mais ce n'est pas encore annulé. Donc ça pourrait permettre à Romain Bardet, pourquoi pas, d'aller chercher au moins une étape. C'est sûr que pour le classement général, s'il va chercher une étape qui reprend 5 minutes d'un coup, il n'y a rien dans le match pour la 6e ou 7e place. Moi, je dirais que 7 minutes 50, si on regarde à la fin le Giro 2023, si on regarde le 10e, il était à 9,06. Le 8e, il était à 7,31. Mais en sachant que l'année dernière, la course s'est décantée extrêmement tard. Donc avec une course qui s'est déjà décantée là, il y aura peut-être des écarts plus importants. Donc peut-être qu'à 11 ou 12 minutes, vous serez 6e ou 7e du Tour d'Italie. 6e ou 7e du Tour d'Italie, ça serait un résultat au niveau général tout à fait honorable pour Romain Bardet. Donc oui, ça peut être l'idée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que c'était la bonne idée pour le classement général? Je pense pas. Comme il le disait en interview à l'arrivée, c'est frustrant parce que c'est une journée qui compte pour rien. Et par contre, lui, il a consommé pas mal d'énergie. Voilà, je me pose la question, est-ce que c'était vraiment l'idée du siècle du côté de Romain Bardet d'aller tenter l'échappée quand on voit que ça met autant de temps à sortir? Je suis pas sûr. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! On poursuit avec les coureurs au top aujourd'hui, bien entendu, je continue. Nouvelle victoire, nouveau coureur top, c'est Pogačar aujourd'hui. 3 victoires en 8 jours de course, c'est quand même pas arrivé si souvent que ça. Certains le comparaient au cannibale Eddy Merckx en disant il est jamais rassasié. C'est la confirmation aujourd'hui, il est pas rassasié. Il est pas rassasié parce que quand il voit qu'il y a l'opportunité d'aller chercher une victoire, il va la prendre. L'étape ça a mis tellement de temps avant qu'une échappée se forme qu'il savait bien qu'il y aurait une opportunité. Déjà parce que quand ça met beaucoup de temps avant que l'échappée se forme, ça veut dire que les coureurs qui sont dans l'échappée ont déjà un peu tapé dans les réserves. Ça veut dire également que tu peux quand même tenter de faire des choses. Et puis, c'est vrai que le fait qu'il y ait Romain Bardet, ça a peut-être perturbé l'organisation du groupe. Donc, ça roulait pas si bien que ça, malgré le fait que le tempo était rapide, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à 16h50, c'est-à-dire 10 minutes avant l'horaire le plus rapide. Et oui,
L'horaire le plus rapide, c'est 17h sur le Giro. Là, on est arrivé à 16h50. Et ça fait déjà l'étape d'Estradé, on est arrivé tôt. Ça fait plusieurs jours, voilà, on arrive à des gros horaires. Donc ça veut dire que le tempo est très rapide, mais parce que les premières heures de course sont très rapides. Comme sur l'étape d'Estrade Bianche, on a roulé fort dans les premières heures de course. L'échappée met beaucoup de temps à se former. Pareil, à la fin, ça laisse une opportunité, pourquoi pas, pour aller chercher la gagne. Ce qu'Ineos n'a pas réussi à faire, UAE a aussi à le faire aujourd'hui. Grâce, il faut le dire, à un énorme domaine Novek, Maïka, Großschartner. Ces trois-là font le travail de 6. Voilà, ces trois coureurs-là. Maïka est quand même impressionnant depuis le début de Giro. Alors on sait que Maïka avec Pogačar, ça s'est toujours bien passé, mais là il est quand même sensationnel, Maïka. C'est vraiment du très très grand Maïka. Et Domen Novak, on l'avait vu hein, sur les classiques, c'était solide. Et ben, ça se poursuit pour Domen Novak, la forme continue. Et Großschartner, c'est pas mal aussi. Ce qui fait, donc ces trois-là font un énorme job. Alors, même si tu as du Molano, du Rui, Oliveira, qui sont distancés assez vite, bah, comme tu as ces trois coureurs-là qui pour le moment font un énorme tempo, bah, derrière, ça a du mal à attaquer. Et puis, il fait peur quand même aux adversaires aussi. Donc les adversaires, ils l'attaquent vraiment que quand ils ont des super bonnes jambes, je pense pour certains. Quand ils sentent qu'ils n'ont pas des super bonnes jambes ou qu'ils n'ont pas des jambes exceptionnelles, ils suivent. Ce qui fait qu'au final, pendant toute la montée finale, je me disais, c'est le maître du temps. C'est le maître du temps Pogačar. C'est-à-dire que c'est lui qui a la maîtrise du rythme de la course. S'il accélère, les autres accélèrent. S'il ralentit, les autres ralentissent. Donc quand tu es dans cette situation-là où tu es quasiment sur un trône, bah après derrière, pour faire le déroulé de ta stratégie, de ce que tu as vu le matin au briefing, c'est quand même plus facile. La réunion du matin, quand tu fais ce petit rendez-vous où tu dis, bon, bah, à ce moment-là, on va accélérer à un autre moment, et comme ça, si les autres ne perturbent pas ta stratégie, bah, oui, bah, ça se passe, c'est du tableau noir, comme on dit, hein. Ça se passe tranquille, sans aucun accroc, sans aucun problème. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui pour Pogačar. À part Tiberi, personne n'a attaqué Pogačar. Le seul, c'est Tiberi. Il y a eu un relais à un moment de la Bora. On sentait que c'était déjà pour tester Geraint Thomas. C'est Sharman qui a fait le relais. Le relais a quand même été assez court. Sinon, voilà. Ils n'ont jamais été. À part Tiberi, personne d'autre n'a attaqué. Donc il était dans un fauteuil, Pogačar. Et quand il est dans un fauteuil, Pogačar, bah déjà quand il n'est pas dans un fauteuil, il est quand même costaud. Quand il est dans un fauteuil, il est costaud. Après, je pense qu'il y a un moment, si des coureurs veulent faire un bon résultat sur ce Giro, si des coureurs veulent essayer de battre Pogačar, bah faudra tenter de loin, hein, faudra l'isoler, Pogačar. Mais est-ce qu'il y a un vrai collectif qui est capable d'isoler Pogačar au départ de ce Giro ? Qui est capable de battre Maïka, qui est capable de battre Großschartner, de battre Domen Novak? Je pense pas qu'il y en ait 5 ou 6 des collectifs qui sont en mesure de faire ça. Il y a peut-être la Décathlon aujourd'hui. Ineos, bah je suis pas sûr. Par exemple. Uijtebroek, la Visma n'a pas ce collectif-là. Donc il y a quand même beaucoup d'équipes où tu sens qu'on a amené beaucoup de monde autour des sprinters, autour de certains coureurs rapides, pas forcément des grands grimpeurs, ce qui pose peut-être problème. Il y a la Bora pour moi et Decathlon qui peuvent faire ce job-là. Mais la Bora, ils ont quand même perdu Lipovic, qui aurait bien aidé, je pense aujourd'hui notamment. Donc ouais, et du côté de Decathlon, bah c'est pas si facile que ça, parce que du côté de Decathlon, Ben O'Connor au niveau du punch, c'est pas le meilleur. Mais à un moment, oui, je pense que si tu veux isoler Pogačar, il faudra peut-être aussi créer des alliances entre équipes, hein. Ça sera peut-être ça la stratégie. On peut, certes on est adversaire, mais on peut avoir un intérêt commun. On peut être adversaire, mais l'objectif c'est d'éliminer Pogačar. Ça, c'est un intérêt commun et on peut s'allier autour de cet intérêt commun. Je pense qu'à un moment, il faudra tenter ce genre de choses. Deuxième coureur top, c'est Tiberi. Très bon Giro de Tiberi parce que quand on regarde les seuls 2 minutes 30 qu'il a perdu, c'est sur changement de vélo.
Et encore ce jour-là, quand je l'avais mis en flop et quand j'ai appris ce qui s'était passé, là encore le réalisateur ne nous l'avait pas montré en passant, du côté de Tiberi, je me suis dit, il a changé 2 fois son vélo, problème technique, il perd que 2 minutes 20, je crois, ce jour-là. Je me suis dit, costaud. Parce que vu qu'il a changé son vélo d'entrée, il a dû ramasser les morts. Quand il a changé son vélo une 2e fois, il a ramassé des morts. Donc forcément, vous ne pouvez pas utiliser la trajectoire que vous voulez, vous êtes ralenti, vous ne pouvez pas faire la course que vous souhaitez, vous ne pouvez pas monter à votre rythme. Donc je me dis, 2 minutes 20, il était déjà en forme ce jour-là. Et ça continue. Là aujourd'hui, c'est le seul qui attaque. Donc c'est bien, en plus, il est offensif. Derrière, hier, c'est l'un de ceux qui a fait le meilleur contre-la-montre, il perd qu'1 minute 20. Pour l'instant, il fait un super Giro. Voilà, il fait un super Giro de Tiberi. Donc voilà, c'est un coureur qui fait de grandes performances pour le moment. Donc oui, je suis obligé de le mettre en top. Même si c'est un tueur de chat. Parce qu'aujourd'hui, Tiberi, il fait une belle journée. Il fait une belle journée voilà, il tente des choses. Et sur une étape où il ne s'est pas passé grand-chose, c'est le seul qui a osé peut-être faire quelque chose avec Bardet, mais ça n'a pas été efficace. Et Storer, mais Storer, il est quand même loin pour le général. Donc Tiberi, il a fait une belle étape. Derrière, il n'arrive pas à faire la différence, mais au moins il a osé. Et des coureurs aujourd'hui, ils n'ont pas osé, ils n'ont rien fait. Donc, pourtant, je pense que Pogacar aujourd'hui, alors il n'était pas imbattable, mais on ne l'a pas trop poussé dans ses retranchements aujourd'hui. On ne l'a pas trop fatigué, au final. Or, pour moi, je pense que si on veut battre Pogacar, il va falloir le fatiguer. Et pour le fatiguer, il faut tenter de loin, il faut faire du gros rythme, il faut l'isoler. Tant qu'il ne sera pas isolé, il sera dans un fauteuil pour le moment. Comme je vais me répéter encore une fois, hein, il sera dans un fauteuil. Deuxième coureur top, Storer. Troisième coureur top, pas dans Storer. Très fort Storer aujourd'hui. Hein. Alors je vous avais dit, sur le Tour des Alpes, il était monté en puissance. Moi j'avais bien aimé. J'avais dit, je pense que sur le Tour d'Italie, il aura des bonnes jambes. Il a des bonnes jambes. Je pense qu'hier, il a vraiment pas fait le chrono à fond. Alors c'est pas un spécialiste du chrono Storer, hein, qu'on se le dise tout de suite. Mais je pense qu'il a quand même perdu beaucoup de temps. C'était peut-être dans l'optique de partir dans l'échappée aujourd'hui. Il part dans l'échappée. Alors je ne sais plus dans quel groupe il était au départ. Je ne sais plus s'il était dans le groupe Alaphilippe ou dans le groupe Quintana. Je crois qu'il était dans le groupe Alaphilippe. Storer. Mais c'est quand même, oui, une belle perf. Surtout, il arrive à tenir dans le final. Il est dans le bon groupe. Ce qui était loin d'être évident pour ce coureur-là, parce que la journée a quand même été rapide. Donc non, c'est du très solide. C'est du très 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 solide. Voilà ce qu'il a fait. Sur cette étape. Voilà, il finit, Storer, sur l'étape, il finit 9e. 9e, alors que pendant toute la journée il était dans l'échappée. Bah oui, c'est du très costaud. Il finit devant Fortunato, Jan Hirt également, Zana, il finit devant Romain Bardet, Geschke ou Steinhauser qui était dans l'échappée aussi. Donc non, il a fait une très très belle étape, ce qui confirme que pour le moment il est bien. Pour le général, Storer il est 12e. Pour une équipe comme Tudor qui est sur son premier grand tour, c'est vraiment du bon boulot. Et je ne sais plus quel était son meilleur résultat au général sur un grand tour. Parce que c'est quand même déjà son 8e grand tour à Storer. Meilleur résultat pour le moment, c'est 31e. Giro 2021. Sur la Vuelta, il fait 40. Tour de France, il fait... alors à l'époque, il était chez DSM en 2021. En 2022-2023, il a surtout eu un rôle d'équipier, mais là, c'est pour le moment, c'est un super Giro qu'il est en train de réaliser. Et lui qui est parti chez Tudor pour avoir un rôle de leader, il a son rôle de leader et pour le moment, il s'en sert bien et il fait du bon travail là-dessus. Donc à 27 ans,
Non, super, super là, sur cette étape. Déjà un très bon Tour des Alpes. Paris-Nice où il finit fort. UAE Tour où il finit fort. En plus, dans la manière dont il a fini fort ces courses d'une semaine, je me dis que sur 3 semaines, ça va peut-être être très solide à partir de maintenant. Donc il va falloir faire attention pour le vainqueur du classement de la montagne du Tour d'Espagne 2021, où il avait remporté 2 magnifiques étapes cette année-là. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Pozzovivo. Le vieux est toujours là. 15e du classement général, Pozzovivo. Pour la Bardiani, ça ferait des gros points. Non, il fait sa course pour le moment, Pozzovivo, 41 ans. C'est quand même bien, hein. Bientôt 41 ans et demi en plus. Du côté, et à cet âge-là, ça commence à compter du côté de Pozzovivo. Je rappelle qu'il a commencé en 2005 à la Ceramica, donc qui était la Bardiani. Mais à l'époque, il n'avait pas le sponsor Bardiani. C'est sa 20e saison donc chez les pros. Je crois. Si je ne me trompe pas, là, il est 19h18, j'ai plus envie de calculer. Donc c'est exceptionnel cette longévité. Il a commencé quand même assez jeune. Il a commencé à 23. Ce qui, en 2005, était jeune. Hein. À l'époque, on commençait pas à des âges hyper avancés. Voilà, 13 victoires chez les pros. C'est un super coureur. Il avait été 4e des championnats du monde à Vérone. Chez les Espoirs à l'époque. Derrière Siutsu, Decker et Christensen. Et devant Nibali. Et devant Mati Brechel. Quand même pas n'importe quoi sur cette épreuve-là. Donc voilà. À Vérone, où ça avait été Oscar Freire qui avait gagné cette année-là. Et chez les juniors, c'était Kreuziger qui avait été champion du monde. Devant, il y avait Simon Spilak qui était 3e, Eros Capecchi était 4. Robert Rezing qui était 6 chez les juniors. Et il y avait donc Alexandre Binet qui avait fait 8 et Cyril Gauthier qui avait fait 10. Alexandre Binet qui n'a jamais été chez les professionnels, ce qui à l'époque était assez récurrent, coureur notamment du côté du Vendée U. Qui n'avait pas forcément eu des grands résultats ensuite dans sa carrière. Bon, c'est fort ce que fait quand même Pozzovivo, quoi. À cet âge-là, il est toujours 15e du général. Là, aujourd'hui, il fait 13e de l'étape. Il est largement devant Pellizzari. Du côté de la Bardiani, je pense que on a bien fait de le recruter. Comme Israël avait bien fait de le recruter, comme Intermarché avait bien fait de le recruter en cours de saison. Il confirme que le Giro, c'est sa course maintenant et qu'il sait très bien se préparer pour cette épreuve. Bon, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Tiens, je viens de voir une statistique qui est très intéressante. Je vous ai dit aujourd'hui que l'étape est arrivée tôt à 16h50, qu'on était 10 minutes en avance sur l'horaire le plus rapide. 37 km/h, 644. Voilà, pour cette étape du côté de Prati di Tivio, 4h02. Donc étant donné qu'on était parti à 12h45, voilà, on comprenait le 16h50. Et malgré le fait qu'on ait roulé vite, eh bien, la montée de Tadej Pogačar à Prati di Tivio n'est pas la plus rapide. 35 minutes 58, le temps de cette montée. C'est-à-dire que le record est détenu par Alexei Loutchenko au Tour des Abruzzes, où il avait fait 35 minutes 08. Alors bien entendu, il y a le vent, les conditions climatiques qui peuvent être un peu différentes. Là aujourd'hui, je pense qu'il faisait un petit peu plus chaud qu'au moment de Loutchenko. Mais c'est pour dire quand même qu'il a mis quasiment une minute de plus. Il avait été plus rapide en 2021. Par exemple, il avait fait 35 minutes 11, malgré des conditions qui étaient assez fraîches, parce que je crois qu'il y avait encore de la neige sur le bord de la route. Donc ça n'a pas été si rapide que ça, comme on disait certains qu'il a un peu couru à l'économie aujourd'hui. Ça se confirme un petit peu, hein. C'est pas monté si vite que ça dans la montée finale du côté du côté de cette étape. Bon, je poursuis avec les bonnets d'âne. Luc Plapp aujourd'hui. Hein. Alors déjà, quand j'ai entendu son interview ce matin, je me suis dit, ça c'est pas l'interview d'un winner, ça.
C'est-à-dire qu'il dit, oh bah après tout ce que j'ai fait là sur cette première semaine, ma course est déjà réussie. Je me suis dit, pour quelqu'un qui joue le général, dire que ta course est déjà réussie au bout d'une semaine, c'est voilà, c'est couillu. Bon, bah, on a la confirmation que... alors je sais pas s'il a dit ça parce que les jambes n'étaient pas bonnes ce matin, il sentait qu'il était fatigué. C'est vrai qu'il a fait un gros chrono hier, plus l'étape où il était dans l'échappée. Il y a quand même eu une grosse débauche d'énergie pour Luc Plapp. Est-ce qu'il a dit ça parce qu'il se sent trop limité pour le moment en montagne? Trop limité dans la capacité à enchaîner les efforts, ce qu'il faut pour être leader sur un grand tour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été compliqué pour Luc Plapp. Il perd 20 minutes. Bon, je pense qu'il a compris très vite à 14 km de l'arrivée que même en s'accrochant, ça allait être compliqué. Donc il s'est dit entre perdre 5 minutes ou pouvoir partir en échappée en perdant 20 minutes, il fallait peut-être mieux perdre 20 minutes. Maintenant, il ne reste plus que Zana pour la Jayco Alula pour jouer le général, vu que ils ont perdu Dunbar très vite. Ce qui n'est pas l'idéal quand même, parce que Zana, on ne sait pas trop ce que ça va donner du côté du classement général, même si c'est plutôt un coureur qui tient bien 3 semaines. Et Luc Plapp, ouais, c'est compliqué, mais c'est quand même un coureur qui me semble assez particulier, Luc Plapp, alors qu'une mouche est de retour. Parce que dans sa manière de courir, on a vu, on n'en avait pas trop parlé il y a 2 jours, mais j'avais dit, moi ça m'insupporte, ces coureurs un petit peu à la Nid Polite qui décident de courir même pour faire 3. Ça a toujours un petit peu le don de m'énerver. Luc Plapp a tendance à faire ça. Et je me dis, est-ce que mentalement il a vraiment l'âme d'un leader? C'est un mec qui veut devenir coureur de course par étapes, il le dit, c'est pour ça qu'il s'est barré d'Ineos. Mais est-ce qu'il a vraiment l'âme d'un leader? Je suis pas sûr. Chez Ineos, quand même, il a fait des saisons très particulières, où il était très fort en Australie. Ensuite, quand il revenait en Europe, il était bon sur l'UAE Tour l'année dernière. Bam, après l'UAE Tour, on ne le voit plus de l'année quasiment. Et en tant qu'équipier, il n'avait pas eu un rôle si important que ça. Je pense que c'est un coureur qui mentalement est peut-être pas le plus fort. Et quand tu es leader, pour les courses par étapes, il faut être costaud mentalement. Tu peux pas être un peu léger. Il faut avoir l'âme d'un leader. Il suffit pas seulement d'avoir des qualités physiques pour être leader. Il faut aussi savoir mener un groupe derrière une quête qui est une quête personnelle, ce qui n'est pas évident. Et là, du côté de Luc Plapp, j'ai quand même des grosses interrogations là-dessus, parce que sa phrase ce matin, au bout de 8 jours de course, dire « Oh bah moi j'ai déjà réussi ma course, tout ce que je ferai encore en résultat, ça sera du plus ». Quand j'ai entendu ça ce matin, je me suis dit « Ouais, pas vraiment une parole d'un leader, mais confirmation ce soir, il perd 20 minutes ». Donc surprenant, Luc Plapp, pour le moment. Deuxième bonnet d'âne, Juan Pedro Lopez. Comme quoi, il y a un peu une règle. Le coureur qui gagne le Tour des Alpes, normalement, ne gagne pas le Tour d'Italie derrière. Alors, je pense qu'on peut avoir des petites confirmations là-dessus. Si je regarde les statistiques rapidement sur le Tour des Alpes. Hop. Tour Alpes. Tour of the Alps. Si on regarde un petit peu l'histoire de cette épreuve ces dernières années, Gauguenhardt, il ne gagne pas le Giro derrière. Romain Bardet, il ne gagne pas le Giro derrière. De Storer, il ne fait pas un très grand Giro aussi, non plus en 2022. Yates, parce que gagne pas le Giro derrière, je crois aussi. Ouais, non, c'est assez... Oui, quand vous regardez les derniers vainqueurs, les mecs n'ont pas gagné le Giro. Cadel Evans en 2014, il ne gagne pas le Giro. Ah, c'est assez marrant, hein. Je redescends un petit peu. 2007-2006, Cunego ne gagne pas le Giro. Par contre, en 2004, il avait gagné le Giro. Simoni aussi en 2003, je crois me souvenir de tête qu'il gagne le Giro. Et quand on regarde 2011, Scarponi. Si, Scarponi, c'est le Giro 2011 que... Oui, c'est le Giro 2011, le dernier, ça doit être Scarponi. Parce que Nibali en 2013... Ah si, Nibali aussi, gagne le Giro. Mais à l'époque, ça s'appelait le Tour des Alpes ou le Tour du Trentin même.
Je sais plus c'est quelle année où ça a commencé à s'appeler le Tour des Alpes, où il y a eu la passation. Mais les mecs qui remportent le Tour des Alpes, ils font rarement des grands Giro derrière, où ils ont une couillade. Bon, bah, c'est le problème de notre Juan Pedro Lopez. Déjà hier, il perd 4 minutes 20 sur le chrono. Là, aujourd'hui, il a perdu du temps. Bon, après, il y a encore une option pour lui, c'est les victoires d'étape. Bon, moi, je vous l'avais mis en grosse surprise lors de la présentation des grimpeurs, lors de ma vidéo pour le Giro 2024. J'avais dit, pour moi, ça serait une grosse surprise. Bon, il y avait ce côté un peu malédiction du Tour des Alpes. Peut-être en forme trop tôt. Peut-être là aussi du côté de Juan Pedro Lopez, il y a aussi des lacunes du côté de Juan Pedro Lopez en haute montagne. Et puis, bon, je rappelle qu'en dehors de sa victoire sur le Tour des Alpes, ça fait depuis 1 an et demi qu'il galère, depuis sa fracture de la clavicule en janvier 2023. Et là, il y a peut-être la confirmation aujourd'hui, 4 minutes 03 de perdu, donc ça fait beaucoup. Ce qui fait qu'il ne doit plus être dans le top 10 du général, Juan Pedro Lopez, il est 19e. L'avantage pour lui, c'est qu'il a 9 minutes 40. Là aussi, il y aura des libertés pour prendre des échappées. Et puis, il y avait aussi un souci du côté de Juan Pedro Lopez, une équipe assez faible au départ du côté de la Lidl Trek. Mais voilà, dommage. Dommage pour Juan Pedro Lopez. Aujourd'hui, il a été lâché assez vite. C'est le premier lâché. Il est lâché avant Lutsenko. Il est lâché 200-300 mètres avant Lutsenko. Et Lutsenko finit à 2,21. Lui finit à 4 minutes, donc ça veut dire qu'ensuite il a vraiment explosé avec seulement Ghebrezabier pour l'aider. Donc c'est vrai que c'était un petit peu léger du côté de la Lidl Trek, parce que tous les autres étaient autour de Jonathan Milan. Et puis je termine avec un dernier bonnet d'âne pour aujourd'hui, c'est Quintana. Pourquoi je mets en bonnet d'âne Quintana? Il a pris l'échappée aujourd'hui, alors tout le monde devrait dire c'est fantastique, c'est exceptionnel. Au final, de ce que nous disait Paré Peintre, l'échappée n'a jamais eu un gros tempo parce que Movistar voulait pas rouler. Donc, bon, Movistar... alors, pour Rubio, oui, mais... Enfin, Rubio, bon, je pense qu'objectivement, il peut faire entre 7 et 10. Mieux que 7ème, il faudra quand même qu'il y ait des mecs qui se pètent avant et qui abandonnent. Donc, je me dis, tu fais des stratégies pour finir 7ème d'un grand tour, alors que de l'autre côté, tu peux peut-être aller chercher une victoire d'étape. Je me dis qu'une victoire d'étape, c'est quand même pas mal. Donc si c'était la stratégie de la Movistar, encore une fois, la Movistar et mauvaise stratégie, c'est presque synonyme. Je me dis quand même c'est surprenant, mais surtout je regardais, de toute manière, je pense que c'est Pelayo Sanchez qui sera allé le plus loin dans la montée. Je regardais un petit peu l'allure entre les deux, je me disais, pour moi c'est pas Quintana. Et tu vois que Pelayo Sanchez s'est jamais sacrifié pour Quintana. Il y a 2 ans, on était dans la même situation chez Arkea, tout le monde roulait pour Quintana. À la Movistar, il y a quelques années, tout le monde roulait pour Quintana. Aujourd'hui, plus personne roule pour Quintana. C'est plus un leader. Je pense que même son salaire, Quintana, doit être ridicule. Enfin, par rapport à ce qu'il a connu à une époque, je pense qu'aujourd'hui, Quintana, il doit gagner peut-être 5 fois, 6 fois, 7 fois moins qu'à l'époque de Arkea. Il y a l'affaire du tramadol qui est passée par là. Déjà à l'époque de Arkea, les résultats n'avaient pas été si fantastiques que ça. Parce qu'en montagne, il n'arrivait plus à faire la différence. Il suivait, mais il n'arrivait plus à faire la différence. Bon, à l'époque, il avait 2 ans de moins. Il a 34 ans, Quintana aussi. C'est un âge où certains arrêtent leur carrière. Bon, du côté du coureur colombien, il est un peu transparent depuis qu'il est revenu de la Movistar. C'est même là aujourd'hui la première fois on le voit vraiment actif. Et sur une journée comme ça, ça n'a pas été exceptionnel, quoi, Quintana. On le reverra peut-être partir dans des échappées, mais ça m'attriste toujours quand des coureurs comme ça qui ont marqué une ère du cyclisme. Quintana, il y a des gens qui ont adoré voir Quintana attaquer, voir Quintana se battre avec Christopher Froome, comme il y a des gens qui ont adoré voir Sagan être champion du monde, ou Van Avermaet, quand ces coureurs-là ont des résultats qui vont en décroissant. Je me rappelle Thomas Voeckler, les dernières saisons de Thomas Voeckler, c'est pas fantastique. Quand les résultats commencent vraiment à décroître assez sévèrement, ça fait presque de la peine de les voir sur un vélo et de voir qu'ils ne sont pas en capacité de performer. Pareil avec Chris Froome, par exemple. Moi, quand je vois Chris Froome aujourd'hui sur un vélo, j'ai presque de la peine. Parce que je me dis,
Alors oui, il y a toujours la passion, mais certains vont me dire, oui, mais t'es qui pour dire que ces mecs-là, ils devraient prendre leur retraite, ils ont toujours la passion. D'accord. Tu fais du cyclisme en amateur. Là, on parle de cyclisme professionnel. Donc on parle de cyclisme où on doit avoir des résultats minimum, parce que tu es payé pour mettre en avant un sponsor. Là, je suis pas sûr aujourd'hui Quintana, il est vraiment mis en avant son sponsor. Bon, on regarde tout de suite le classement, les différents classements de cette étape numéro 8. Comme tous les soirs, on termine par un petit point sur les différents classements. Aujourd'hui, j'utilise le site First Cycling ce soir. Moi, je préfère utiliser Pro Cycling Stat au niveau de la manière dont ça fonctionne. Mais c'est les seuls qui ont le classement par équipe à 18h30. Donc, du côté du classement de cette étape, Pogačar s'impose devant Martinez O'Connor. Le premier français, c'est Alex Baudin avec une belle 10e place. Romain Bardet est 20e. Il a perdu 2 minutes 21 aujourd'hui. Dans le groupe, Lutsenko, pareil peintre, lui, a fini à 3 minutes 33 dans cette étape. On descend. Giulio Pellizzari a perdu pas mal de temps aujourd'hui, 7 minutes 17. On a donc bien entendu Quintana aussi qui a fini assez loin, mais il avait tenté de prendre l'échappée. Van Chevenant aussi 14 minutes 23, moins bien que lors de l'étape numéro 2. Donc voilà, parmi les petites différences du côté du classement général, Luc Plapp voilà, qui a perdu 20 minutes 17 sur cette étape. Ce qui fait que ça fait des chambardements du côté du classement général. C'est Pogačar qui mène avec désormais 2 minutes 40 d'avance sur Daniel Felipe Martinez. Geraint Thomas est 3e à 2 minutes 58. Ben O'Connor, lui, se retrouve à 3 minutes 39. Du côté de cette étape, on retrouve ensuite Kiana Hüttebroek, Antonio Tiberi à 4 minutes 23. Fortunato gagne 3 places à 5 minutes 15. Très bien, Fortunato aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est plutôt pas mal. Rubio 8. Arensman et Yann Hirt, le premier français, c'est Alex Baudin qui est 13e dans ce classement général. Romain Bardet est lui 16e alors que le chat a décidé d'aller dans la litière. Du côté du classement des jeunes, Hüttebroek est repassé en tête vu que Luc Plapp a perdu le maillot. Désormais, il a 21 secondes d'avance sur Tiberi. Vous avez Timen Arensman qui est 3e et surtout Alex Baudin, toujours là dans le match à 2 minutes 32, qui gagne 3 places. Zana lui en perd une et puis se méfier de Steinhauser qui est à 4 minutes 23 pour le moment dans ce classement. On peut noter la 7e place de Davide Piganzoli à 5 minutes 27. Il a perdu un petit peu de temps sur le chrono, mais il s'en est plutôt bien sorti hier. Du côté du classement du maillot cyclamen, eh bien c'est Jonathan Milan qui est en tête, toujours devant Caden Groves, Tim Merlier. Pogačar passe 5e, devant Benjamin Thomas. Narvaez est 9e dans ce classement. Et le premier français est Lilian Calmejane, 13e. Du côté du classement de la montagne, c'est Pogačar qui est en tête assez largement avec 104 points. Le double de son adversaire direct qui est Daniel Felipe Martinez. Simon Geschke, lui, a pris des points aujourd'hui, se retrouve 3e devant Lilian Calmejane. On retrouve ensuite Geraint Thomas, Piccolo et Ben O'Connor avec 17 points. Du côté du classement par équipe, c'est Decathlon qui est en tête devant Ineos, donc très belle journée de la Décathlon. Astana 3e, Bora 4e, UAE 5e. Et pour les points UCI, pour le moment, c'est UAE, je crois, voilà, qui est en tête du côté de cette épreuve, devant Ineos, Bora, Soudal, Lidl et Movistar. Voilà, sur le nombre de points marqués depuis le départ de cette épreuve, 840 points marqués par UAE. Ineos, c'est très bien parce que notamment hier, ils ont donc allé 4 dans le top 10. Non, 4, parce qu'il y avait Arensman, Sheffield, Ghana, plus Geraint Thomas, donc ça a fait des gros points au niveau UCI. Du côté des équipes françaises, on est un petit peu plus loin. La première équipe, c'est la Décathlon 11e, Cofidis 14e grâce à la victoire de Benjamin Thomas. La Groupama, elle n'a marqué que 100 points. Arkea, 80 points seulement de marqué. Et c'est la DSM à la Bardiani qui ferme la marche. Nous, on se retrouve demain, étape à Naples. Présentation qui est déjà enregistrée. Je précise, je l'ai enregistrée cet après-midi parce qu'il y a l'Eurovision ce soir. Donc je voulais être sûr de pouvoir regarder l'Eurovision. Surtout, je pense qu'il va se passer des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis donc demain, 7h, présentation de la dernière étape de cette première semaine de compétition avec l'arrivée à Naples. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!